Bonjour à tous. Merci d'être présents dans cette salle pour cette journée, donc pour cette séance de chirurgie en direct. Tout d'abord, je voulais remercier les organisateurs de l'ADF, remercier Adi Antoun de m'avoir confié la direction de cette séance. Ça veut dire que je deviens vieux maintenant, puisque quand on donne président de séance, c'est que vous êtes vieux. Donc ce matin, on va passer la matinée avec donc le docteur Pierre Keller. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Pierre, il travaille à Strasbourg. C'est un disciple dans tous les sens du terme donc de Fouad Khoury. Donc vous avez deviné, ça veut dire il travaille, toute l'intervention va se dérouler avec de l'os autogène. Donc il va essayer de nous rationaliser, de nous simplifier, de nous expliquer sa façon de travailler et tout aussi bien pour le prélèvement, donc ça veut dire le site de prélèvement qui aujourd'hui sera un prélèvement rétromolaire, que pour la reconstruction de la greffe, donc pour remplacer une incisive centrale, une 21, je pense. Donc pour le déroulement de la séance, tout de suite après, Pierre va prendre la parole pour vous présenter le cas. Donc, et puis, il va démarrer sa chirurgie. Donc, je pense que vous savez tous, pour les questions, vous pouvez vous connecter sur questions.direct et vous poser vos questions sur Internet qui vont arriver sur une tablette que Dr Natacha Fabi va gérer. Donc, en fait, on va autant que possible, parce que sur la tablette, on n'a pas la possibilité de trier les questions. Je pense qu'on est nombreux sans être trop nombreux. Donc, on va sérier les questions de manière à sélectionner les questions les plus pertinentes. Moi, je reçois les questions aussi sur la tablette. Si une question me paraît vraiment importante, je vais la poser sans trop le perturber donc à Pierre pendant sa chirurgie. Mais je pense qu'on a largement le temps de faire quelque chose de bien ce matin. Donc Pierre a fait 4 ans de chirurgie donc chez Fouad Khoury. Il est attaché à l'hôpital de Strasbourg et donc il a une activité bien sûr exclusive en chirurgie orale et en implantologie. Voilà, donc en fait n'hésitez pas à poser des questions. Après la chirurgie, Pierre revient parmi nous, il répondra aux questions aussi directement. Bon, on essaiera de faire une petite confrontation sur la façon de travailler, sur les matériaux, donc on verra les membranes, voilà pourquoi il utilise telle ou telle technique, et après évidemment il est prévu qu'il vous présentera un cas fini, donc une réouverture de cas après une greffe autogène. Donc voilà, je pense que tous les praticiens qui sont là, évidemment, sont intéressés par ce type de chirurgie. Je pense que cette séance va être interactive et intéressante. Et puis, n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, à m'envoyer la question. Et puis, moi, je soulèverai les choses. OK ? Donc, on va passer directement au bloc. Je pense que l'anesthésie est déjà faite. Donc, je donne la parole à Pierre. Bonjour. C'est bon ? On m'entend ? Bonjour. Okay. Voilà, super. Bonjour à tous. Un grand merci évidemment à l'ADF pour nous recevoir aujourd'hui pour cette journée, enfin cette matinée de chirurgie en direct. Merci évidemment à Michel et à Adi de m'avoir fait confiance pour cette chirurgie. Et puis, c'est vraiment un honneur pour moi d'être là ce matin. Alors, on va commencer la présentation, comme dit, pour juste voir un peu comment on place ces techniques de prélèvement osseux dans notre arsenal thérapeutique. Et puis, on va voir un peu les techniques avant de vraiment passer directement à l'intervention. Comme vous le disiez, Michel, donc moi, j'ai passé 4 ans chez Fouad Khoury pour ma spécialité en chirurgie orale, où j'ai acquis évidemment en plus une habitude chirurgicale, une certaine culture germanique, avec tous ces bons côtés aussi, la fête de la bière, plein de saucisses et tout ce qu'il faut. La place du prélèvement donc osseux, on ne va pas aujourd'hui évidemment à chaque indication prendre un bloc à nos patients. On peut évidemment dans des cas de petits défauts osseux
aussi de temps en temps faire des prélèvements osseux locaux. Donc 2 cas juste pour vous montrer un petit peu comment on peut évidemment gérer aussi des cas sans à chaque fois faire des prélèvements rétromolaires. Ici vous voyez on a un défaut osseux qui nous permet de poser un implant dans le contour de l'os et on va quand même dans cette indication là pouvoir utiliser de temps en temps de l'os autogène. Pour utiliser de l'os autogène, on va utiliser ces petits forêts creux, ces petits forêts trépans. Vous voyez qu'on les utilise en double irrigation pour ne pas échauffer l'os. On va collecter un petit morceau d'os que vous voyez là. Donc c'est juste sur l'os local du site implantaire. On va poser notre implant dans le contour de l'os. Vous le voyez, il est vraiment dans une position prothétique mais à l'intérieur du contour de l'os. Et on va venir stabiliser ce petit morceau d'os en vestibulaire de notre implant. Pour le stabiliser, on va utiliser des petites vis d'ostéosynthèse qui vont juste venir très verticalement coincer ces petits morceaux d'os. Et ça va nous permettre comme ça de reconstruire un volume manquant tout simplement sans biomatériel pour ce rebord vestibulaire. On va ensuite combler les petites particules d'os autour de cette carotte pour laisser cicatriser tout ça 3 mois. Et vous voyez ici, on a documenté le cas, la réouverture 3 mois après, et on se rend bien compte de la capacité de régénération qu'on peut avoir sur cet os autogène. C'est tout à fait séduisant. Vous voyez la régénération qu'on a obtenue tout simplement en utilisant un petit peu d'os localement, et c'est en ça aussi pourquoi on croit à ces techniques-là. Ici, vous voyez la situation prothétique 3 ans après avec une bonne stabilité du volume en regard de cet implant. Quand on a un défaut osseux un peu plus apical et qu'on ne peut pas prélever une carotte osseuse parce qu'on risquerait de perforer le site, on peut expander l'os et des fois dans le secteur antérieur tout simplement gratter un petit peu d'os autogène sous l'épine nasale. On ne va pas s'en priver, c'est un prélèvement local, mais ça nous évite évidemment d'aller prendre un bloc dans ces indications-là. Ces petites particules d'os, là, il faut aussi les stabiliser, et si on n'a pas la possibilité de fixer, comme dit, un morceau en soie, on peut utiliser des petites membranes, ici par exemple en titane non résorbable, pour juste stabiliser le volume apical. On va toujours souvent aménager les tissus mous ici par un lambeau pédiculé palatin dans le secteur antérieur qui va venir recouvrir notre implant ici pour ce cas d'agénésie d'incisive latérale bilatérale. Et on va comme ça pouvoir avoir une situation et osseuse et gingivale améliorée. La réouverture de nouveau à 3 mois, et vous voyez que les temps de cicatrisation du coup sont assez courts. On peut réduire nos temps de cicatrisation. Quand on enlève cette membrane, on voit qu'on a vraiment un volume qui est bien reconstitué. On est satisfait de cette restauration. Après, c'est le jeu de la prothèse, c'est rien d'original, c'est assez classique. On va faire des provisoires transvissés pour laisser maturer nos tissus mous, pour que les papilles se mettent en place. Et vous voyez ici la situation prothétique à 4 ans chez cette jeune patiente qui apporte satisfaction. Elle a des exigences esthétiques. Vous voyez, c'est une jolie fille, elle est interne en médecine et ses incisives latérales s'intègrent bien dans son visage. Alors maintenant, quand on va arriver à des défauts osseux plus importants, et c'est là qu'on va rentrer dans le cœur de notre sujet d'aujourd'hui, on ne va pas vouloir prendre de risques. Vous voyez ici, c'est des cas qu'on reçoit dans notre cabinet de gestion de complications des confrères qui ont un peu surestimé le potentiel des biomatériaux. On utilise nous aussi des techniques de biomatériaux dans notre activité sur des reconstructions en épaisseur, et on adore ça. Mais évidemment, dans des reconstructions importantes, plus volumineuses, on a envie d'être hyper prédictible et on a envie d'utiliser de l'os autogène, parce que vous voyez ici, ce patient, il a eu un traitement qui a sûrement un petit peu été surestimé. En tout cas, le potentiel des biomatériaux était sûrement surestimé, avec une tentative de gain vertical, une implantation simultanée, et puis quand ça s'expose, quand ça s'infecte, c'est des cas qui sont très difficiles à gérer. Ici, on a une perte d'os sur les dents adjacentes, ça va être forcément très compliqué. Il va falloir extraire les dents adjacentes si on veut retrouver un niveau osseux satisfaisant, et on veut éviter ça. Pour éviter ça, on va augmenter l'os, on va donner tout le volume nécessaire au volume osseux et des tissus mous pour éviter encore une fois ici ce genre de catastrophe. Jeune fille, 21 ans, sourire gingival, une surespérance du potentiel de régénération de certains biomatériaux, et puis des catastrophes. Donc notre idée et notre objectif, c'est qu'à partir du moment où on ne peut pas poser l'implant dans le contour de l'os et y associer une technique de régénération osseuse, on va d'abord reconstruire l'os pour ensuite poser notre implant dans une position prothétique qui va nous permettre d'avoir un résultat qu'on espère correspondant à nos attentes. Pour reconstruire cet os, on va justement utiliser notre prélèvement rétromolaire, et c'est notre site de premier choix. On va voir pourquoi.
D'abord, le région rétromolaire, il faut comprendre anatomiquement à quoi ça correspond. On va le voir ensemble en direct. C'est vraiment cette marge d'escalier qui est, on va dire, en dehors de l'axe de la crête. Vous voyez ici l'axe de la crête et on a vraiment en avant du ramus cette marge d'escalier qui va venir antérieurement rentrer dans le corps de la mandibule. Et c'est ça qui est intéressant dans ce site de prélèvement, c'est que vu qu'on a une marge d'escalier, on va pouvoir venir prendre un bloc en dehors du contour et venir facilement y accéder. Et j'espère pouvoir vous montrer ça en direct de façon claire. L'exposition, le tracé d'incision à la région rétromolaire, il est typique de l'extraction d'une dent de sagesse. C'est quand il n'y a pas de dent de sagesse à enlever en même temps, une incision souvent paramarginale. On peut faire une incision un peu de type trapézoïdale, donc en distal toujours en direction vestibulaire pour éviter la proximité du nerf lingual. Et puis devant, on va faire une petite décharge avant la sortie du nerf mentonnier. Ce qui va être important, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aussi, c'est de décoller suffisamment bas le lambeau pour qu'on ait une bonne visibilité à notre site. Alors, comme disait Michel, moi je suis un disciple de Fouad Khoury et forcément notre sensibilité va aller vers la micro-saut. On va l'utiliser dans cette technique-là. On va voir ensemble, je vais essayer de vous montrer les avantages, mais évidemment, maîtrisez votre instrumentation. Il y a d'excellentes instrumentations de piezo, etc. Utilisez ça. Le principe, c'est aujourd'hui de vous montrer les avantages de cette technique-là. Évidemment, il y a d'autres techniques qui permettent de prélever des blocs dans de très bonnes conditions. Alors, un petit film pour vous montrer ici. Avec mes collaborateurs, ils m'ont chronométré sur un prélèvement pour voir un peu en combien de temps, sans la caméra, sans tout le système qu'on met aujourd'hui en place, ça peut mettre de prendre un bloc. Donc vous voyez, on fait des ostéotomies verticales avec la petite scie. Son intérêt, c'est que ça va relativement vite. C'est un disque diamanté. Alors j'ai utilisé 2 cordons pour essayer de gagner un peu de temps, puisque du coup la vidéo n'est pas montée, on est vraiment en direct. Et vous voyez que j'ai fait mes 2 ostéotomies verticales avec la pièce à main et je fais mon ostéotomie apicale avec mon contre-angle qui vont me permettre donc de relier les ostéotomies dans la partie basse. Je vais vous le montrer encore une fois en direct dans 5 minutes. Juste pour vous montrer l'intérêt de cette instrumentation, c'est aussi son temps d'opération, son temps opératoire, parce que ça va relativement vite. Ici, dans la partie haute, une fois qu'on a délimité le bloc avec la micro-saut, on va faire des petites perforations. Alors ça, je sais que Michel n'est pas fan de ça, mais on va voir ensemble pourquoi nous on aime bien. Mais c'est vrai qu'on peut évidemment, et comme je disais, utiliser d'autres techniques. Mais on va par contre passer dans 2 directions quand on fait ces perforations. Vous avez vu, d'abord j'ai pris ma main et j'ai fait des incisions dans ce sens-là. Maintenant je viens plus verticalement pour bien fragiliser le haut de la ligne oblique externe. Et là l'intérêt pour nous, c'est de venir faire une petite tension pour casser le petit morceau d'os en dehors du contour. Et là, pour ça, on utilise un petit ciseau à os. On va le faire ensuite après en direct aussi. Et vous voyez que juste le fait de taper, ça crée une tension et ça libère le bloc en dehors du contour. Et vous voyez qu'en 1 minute 33, on arrive à prendre un bloc avec cette instrumentation. C'est vraiment quelque chose qui nous apporte satisfaction, puisque dans notre activité, on a envie d'avoir le temps de greffer. On n'a pas envie de passer 2 heures à prendre un bloc. Alors, évidemment, se pose la question du nerf. Je pense que vous allez poser des questions à Michel. On va essayer de répondre à toutes ces questions. Ce qu'il faut comprendre juste anatomiquement, avant qu'on passe aux choses sérieuses, c'est que dans la majorité des cas, notre bloc, on le prend au-dessus du nerf. D'accord ? On sait qu'en moyenne, le nerf, il est suffisamment bas pour qu'on puisse prendre un bloc qui fait 8-10 mm de haut, ce qui va nous suffire dans beaucoup d'indications, sans risquer d'aller à proximité de ce nerf alvéolaire inférieur. Après, anatomiquement, et on va le voir aussi en direct, on va bien différencier la zone du ramus de la zone de la ligne oblique externe. Et les études montrent, ici par exemple sur des coupes faites sur cadavres, que quand on va être derrière, dans la région vraiment ramique, postérieure, on va avoir non seulement une corticale qui est plus fine, mais en plus un nerf qui n'est pas forcément plus lingual que vestibulaire. Et du coup, on va éviter d'aller trop derrière avec nos ostéotomies, mais on va essayer d'être le plus mésial possible dans le corps de la ligne oblique externe. Et pour vous montrer ça, je voulais vous montrer ce cas parce qu'il est anatomiquement intéressant. C'est une patiente qui nous est adressée parce que son dentiste l'a vue en urgence. Dans le stress, il lui fait le traitement de racine d'urgence. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a un dépassement de patte dans le canal. La patiente l'appelle le lendemain, elle lui dit « je sens plus ma lèvre ». Donc il nous l'adresse et on l'opère le surlendemain du dépassement de patte. Et vous allez voir qu'on va bien se rendre compte anatomiquement de la ligne oblique externe par rapport à ce nerf alvéolaire inférieur. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un prélèvement, une désostéotomie comme si on voulait faire une greffe. On coupe notre petit morceau d'os, on fait nos petites perforations, on luxe le bloc, après on va enlever du spongieux pour arriver au nerf alvéolaire inférieur. Vous voyez la patte ici qui a fusé en direction linguale, mais on voit bien anatomiquement la position du nerf alvéolaire inférieur par rapport au bord vestibulaire. Et vous voyez que quand j'ai
nettoyer suffisamment la pâte en dégageant le nerf devant et derrière pour lui donner un peu de laxité. On se rend bien compte ici de la distance qu'il y a entre le mur vestibulaire et le nerf alvéolaire inférieur dans cette région de la ligne oblique externe. On peut vraiment aller en toute sécurité avec notre disque, travailler en pleine épaisseur sans en aucun moment risquer d'atteindre ce fameux nerf alvéolaire inférieur, ce qui va nous permettre d'être dans des conditions de sécurité et reproductibles. Évidemment, on valide tout ça toujours par une radio préopératoire pour nous donner exactement la position anatomique du nerf qui peut évidemment varier selon nos patients. On va ensuite, dans ce cas-là, pas utiliser le bloc puisque ce n'est pas un cas de greffe. On a repositionné notre volet osseux dans ce cas-là et notre patiente a heureusement retrouvé la quasi-totalité de sa sensibilité nerveuse. Alors l'avantage du prélèvement rétromolaire, c'est qu'il est possible sous anesthésie locale, on va le voir ensemble, que c'est un temps d'opération qui peut être très court. Là aujourd'hui on va prendre le temps parce que je veux vous montrer, je veux vous expliquer, mais dans une activité quotidienne ça va vite. Les suites post-opératoires c'est comme une extraction de dents de sagesse, les gens vont avoir une petite chic, il faut les informer qu'ils vont mettre de la glace, mais sinon on a vraiment une qualité d'os à condition de respecter certains concepts de greffe. Et c'est ça qu'on va encore discuter 2 secondes avant de passer aux choses sérieuses. Vous savez aujourd'hui qu'il y a évidemment toute une culture qui dit attention, l'os autogène ça se résorbe, et on en entend beaucoup parler. Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui font que ça peut se résorber ou pas, mais une des raisons principales, c'est la façon dont on va greffer cet os. Et là, on voit bien sur des articles comme Cordaro qui décrit 42% de résorption de l'os autogène, et on est tous d'accord que jamais on va utiliser une technique qui se résorbe à 42%, ça n'a aucun intérêt, que l'utilisation des blocs rétromolaires n'est pas tout à fait adéquate. Vous voyez sur la photo en bas à gauche, c'est la photo que j'ai prise de l'article, 2 blocs corticaux, très épais, fixés l'un sur l'autre, où on peut imaginer tout à fait que cette petite pointe cristal qui est derrière le premier bloc collé à l'os, lui, sa capacité de régénération va être extrêmement compliquée, et que oui, dans ces cas-là, je veux bien croire que ça se résorbe à 42%. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas utiliser des blocs corticaux, et c'est l'inconvénient de cette région rétromolaire telle qu'elle. On va l'utiliser en particules. Et là, les études montrent que la taille des particules idéales, c'est entre 0,5 et 2 ml3. On va avoir là un maximum de capacité de régénération. Le problème qu'on a, c'est que si on a des particules d'os qui augmentent l'ostéoconduction et augmentent la régénération osseuse, il faut quand même leur donner une forme. Et pour donner une forme à ces petites particules d'os, on va utiliser notre bloc et on va l'utiliser comme une membrane biologique. Et c'est ça tout le concept, c'est qu'on va affiner nos blocs les plus possible pour donner la forme au cœur de la greffe qui sera faite par notre os particulé. Pour ça, on va gratter avec notre scraper sur le site de prélèvement et nos blocs pour vraiment obtenir un maximum de particules d'os. Et ça va nous laisser comme ça vraiment une chance de reconstruire des volumes assez importants qu'on va former avec ces fines lamelles d'os qui jouent le rôle donc de membrane biologique. Un petit exemple d'une greffe latérale sur une canine. Vous voyez ici, la crête est très fine. On a un défaut vestibulaire et palatin. Vous voyez la sonde paro qui passe, ou la curette paro qui passe à travers. On va du coup fixer nos blocs à distance, combler l'espace particulé de particules qui donnent le cœur de la greffe, provisoirement. Et c'est important, quand vous mettez des blocs palatins, il ne faut pas qu'il y ait de pression. Donc on utilise dans ces cas-là ou des petites coutières thermoformées, ou ce qu'a notre patiente, des arcs orthodontiques avec la dent collée. Et on peut avoir des qualités de régénération, vous voyez, qui sont vraiment satisfaisantes avec un os bien régénéré. On en reparlera encore dans le cas que je vous montrais une fois la chirurgie finie, avec une intégration gingivale de la couronne, vous voyez, malgré un défaut osseux de départ très défavorable, et la situation 3 ans après de cette jeune patiente. Alors voilà, on va passer aux choses sérieuses. Je voulais évidemment déjà vous présenter mon équipe de tueurs qui m'accompagnent aujourd'hui et les remercier évidemment d'être là. Il y a Pierre-Olivier, Jean-Martin, Fabien et Julien. Ils vont être là pour m'instrumenter, pour m'assister, pour gérer aussi toute cette ambiance qu'on a essayé de créer ici. Je remercie aussi Mathilde. Mathilde, c'est notre patiente. Voilà, vous la voyez, elle est souriante, elle est adorable. Elle m'a envoyé un petit SMS hier soir pour me dire qu'elle était bien arrivée, ce qui m'a fait super plaisir. Parce que, bon, comme vous le savez, nous, on vient de Strasbourg, il fallait trouver une patiente sympa, motivée à venir de Strasbourg pour se faire opérer ici aujourd'hui à l'ADF. Donc, trop sympa, Mathilde. Mathilde, qu'est-ce qui lui est arrivé? Mathilde a 10 ans, elle joue avec une copine, boum, ils se mettent un coup de boule et elle tète la centrale. Ça arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Elle se fait extraire la dent dans la semaine et aujourd'hui elle a 20 ans, donc elle a eu un arc orthodontique avec la dent provisoire et elle vient nous voir pour qu'on reconstruise ce défaut. Elle a déjà eu une tentative de régénération osseuse guidée avec du biomatériel et une membrane et malheureusement ça n'a pas fonctionné.
et elle nous est donc adressée par son dentiste traitant pour qu'on gère le secteur antérieur. Alors vous le voyez, les zones de prélèvement ne sont pas du tout favorables à un prélèvement rétromolaire. Alors je me mets un peu dans le rouge dans ce cas-là, puisque du coup il y a la présence des dents de sagesse semi-incluses. C'est le cas le plus défavorable pour prendre un bloc. Mais après tout, quand c'est difficile, c'est là où peut-être on peut plus le montrer et puis le plus partager. Donc on a quand même choisi ce cas, quitte à ce que vous me voyez un peu transpirer. On va donc extraire la dent de sagesse région 38 en même temps qu'on prend le bloc. Dans le secteur antérieur, on a donc, vous voyez, vraiment un os qui est extrêmement fin. On ne peut pas du tout poser un implant dans un contour osseux dans cette indication-là. Pour nous, c'est vraiment l'indication de faire une greffe autogène. On a un niveau d'os sur les dents adjacentes qui est satisfaisant, mais un défaut complet dans le sens vestibulo-palatin. Vous voyez ici la coupe sur le cône bille, mais on a une crête très fine qu'on va devoir reconstruire. Alors on va faire toute cette technique de greffe que je viens de vous décrire. On va prendre le bloc dans la région rétromolaire, on va préparer les blocs et on va les fixer comme il faut à distance pour reconstruire ce défaut. La région rétromolaire, vous voyez, on a une ligne oblique externe qui n'est pas absolument génialissime. On a la présence de la dent de sagesse, donc ça va mettre un peu d'ambiance au prélèvement. Et puis voilà, c'est parti. Moi, je vais aller me préparer, je vais aller me laver, mettre mon masque, mes loupes. Et puis mes collègues qui m'assistent vont se laver aussi. Et puis voilà. Michel, je te redonne la parole. Peut-être 5 minutes le temps que je me lave. Si tu veux un peu déjà chauffer la salle ou les occuper, répondre peut-être aux premières questions. Moi, je vais me préparer. À tout de suite.